Je vais ouvrir ce colloque et donc bonjour à toutes et tous. Vous avez été un peu plongé dans l'intimité de l'organisation d'un colloque en ligne. Bienvenue à tout le monde, bienvenue à ce 37e colloque de l'ISIAT organisé par l'IUT Bordeaux-Montaigne. Alors, cette année dans une version inédite en ligne qui néanmoins nous offrira l'occasion de riches échanges, j'en suis sûre. Merci pour votre présence et en nombre, hein, et merci pour cette marque d'intérêt qui nous fait très plaisir. Alors, quelques mots sur le thème de ces rencontres avant que je vous présente le programme. Rencontre qui propose donc de réfléchir au rapport entre animation et transition. Alors, la publication du rapport Meadows, les limites de la croissance en 1972 par le Club de Rome marque la prise de conscience de l'urgence climatique et pointe deux issues possibles à cette urgence, la transition ou l'effondrement. Depuis les années 70 jusqu'à nos jours, plusieurs mouvements et pensées écologistes se sont succédés, mobilisation et lutte contre les menaces pesant sur l'environnement, nucléaire, OGM, etc., altermondialisme, développement durable, décroissance, transition, avec pour certains l'effondrement en perspective. Ces mouvements ont en commun l'idée de la fin de ce que Pierre Charbonnier appelle la société de l'abondance, c'est-à-dire la fin d'un mode de vie basé sur un système productiviste et extractiviste. Ces mouvements appellent à la transformation du modèle sociétal tant sur le plan collectif qu'individuel. Mais peut-on demander à tous de payer de la même manière le coût de cette transition? On observe en effet de profondes inégalités sociales dans les effets de la crise climatique, ainsi qu'un renforcement des processus de distinction entre groupes sociaux dans l'adoption de comportements écologiques responsables. La question sociale s'avère en effet indissociable de la question écologique, car il ne peut y avoir d'écologie sans justice sociale. Cette crise écologique et sociale se double également d'une crise politique, illustrée par la perte de confiance dans les élites et leur capacité, voire leur volonté à faire face aux enjeux. Se pose alors la question du rôle des acteurs sociaux et des citoyens dans la réflexion sur la transition vers ce nouveau modèle sociétal, ainsi que la réappropriation des questions de la cité par ces acteurs de terrain. L'objectif de ce colloque est d'observer, d'interroger la manière dont l'animation socio-culturelle et les mouvements citoyens répondent à cette crise multidimensionnelle. Par quelles pratiques de terrain, par quelles stratégies d'adaptation, ces acteurs s'emparent-ils des problématiques et mettent-ils à l'épreuve le politique? Nous verrons également le rôle de ces acteurs comme intercesseurs dans la relation entre société et individu, entre gouvernés et gouvernants. Alors, cette mise à l'épreuve du politique par les pratiques, nous allons l'explorer durant 3 demi-journées au travers de conférences et d'ateliers. 2 conférences, l'une par Raphaël Besson, qui va démarrer à 9h30 et qui s'intéressera à l'expérience des laboratoires citoyens madrilènes. La seconde demain à 9h30 par Joël Zask, qui portera sur le lien nécessaire entre écologie et participation citoyenne. 3 ateliers seront également l'occasion de discuter des différentes problématiques. Le premier, qui démarre à 10h30, s'intéressera à la transition à partir de différents points de vue internationaux, France bien sûr, mais également Belgique, Suisse, Algérie, Portugal, ouvrant ainsi la réflexion sur les approches et modes d'action dans une perspective interculturelle. Le second atelier, éduquer et sensibiliser aux enjeux, qui aura lieu cet après-midi, explorera les voies et moyens de cette sensibilisation par un retour critique sur les valeurs qui sous-tendent l'action. Enfin, le troisième atelier, qui aura lieu demain matin à 10h30, intitulé Initiative et mobilisation citoyenne, présentera des expériences concrètes concourant à la transition vers ce nouveau modèle. Il sera question d'alimentation, de mobilité, d'habitat, de valorisation des savoirs, de modes d'organisation collectifs alternatifs ou encore du sens de l'engagement. Alors avant de démarrer ces échanges avec la conférence de Raphaël Besson,
Je passe la parole à mes collègues Luc Greffier et Pascal Tozzi pour un mot d'accueil au nom de l'ISIAT et du laboratoire Passage. Merci Sarah pour ces éléments introductifs. Pour ce qui me concerne, je vais être très très bref, mais je voulais dire quelques mots sur les colloques de l'ISIAT portés par l'IUT Michel Desmontagnes pour nous rappeler que ce sont des colloques qui, qui commencent par une histoire en 1979 qui était l'un des premiers colloques organisés à l'IUT sur le thème des jeunes et de l'animation socioculturelle. Que ces colloques et que cette histoire s'est renforcée dans les années 90 avec la création par Jean-Pierre Augustin et Jean-Claude Gillet de l'ISIAT, l'Institut supérieur d'ingénierie et de l'animation territoriale. L'Institut qui va alors porter non seulement les colloques de l'IUT Bordeaux-Montaigne, mais aussi le dispositif de formation continue de l'Institut. Et ces colloques, à ce moment-là, vont trouver leur rythme annuel qui, petit à petit, va se positionner sur les derniers lundis et mardis de chaque mois de janvier. Si je fais référence ce matin à ces deux points de repère, c'est parce que ce 37e colloque, 37e, est malheureusement marqué par le décès le 20 novembre dernier de Jean-Claude Gillet, à qui nous rendons ici un hommage affirmé, tant son travail et son engagement ont donné une dynamique extraordinaire aux pratiques de l'ISIAT, tout autant du côté de la pédagogie que de la recherche. Les, concernant l'école, Jean-Claude avait passé la main il y a tout juste 10 ans. Le dernier colloque qu'il avait piloté directement, il en avait fait l'introduction scientifique, c'était en 2010, autour des questions de l'économie sociale et solidaire et de l'animation, bien sûr. On ne peut que constater que la flamme qu'il portait continue d'éclairer les pistes que nous explorons autour des questions de l'animation sociale et socioculturelle professionnelle. C'est donc avec beaucoup d'émotion que j'ai l'honneur d'ouvrir cette matinée et de nous souhaiter collectivement de belles séquences de travail. Merci Jean-Claude, à toi. Pascal. Je réactive le micro. Merci Luc, merci pour ce rappel, évidemment. Merci pour ces quelques mots à l'adresse de Jean-Claude Gillet. Donc moi, je suis là mandaté par la directrice de l'unité du laboratoire Passage, Béatrice Collignon, en tant que donc, directeur adjoint de ce laboratoire, pour dire quelques mots, puisque la tradition veut que ce laboratoire, une UMR, donc du CNRS pluridisciplinaire, soit partenaire et compagne, j'allais dire, de route des colloques de l'ISIAT depuis plusieurs années. Donc le laboratoire Passage, qui est donc un laboratoire pluridisciplinaire, je l'ai dit, sous la tutelle de l'Université Bordeaux-Montaigne, de l'Université de Bordeaux et de l'École nationale du paysage, avec lesquels on a plusieurs liens. D'abord, on a des liens personnels, puisqu'il y a beaucoup d'enseignants-chercheurs du département carrière sociale de l'IUT de Bordeaux qui sont membres de ce laboratoire. Ensuite, parce que dans toutes les disciplines représentées, on a des géographes et notamment des représentants de la géographie sociale. Et c'est ce courant de la géographie sociale qui s'est saisi d'un point de vue académique des problématiques de l'animation sociale et socioculturelle, des pratiques spatialisées, des modalités actives de recherche-action, de transformation de la société. Et on voit que le colloque est bien dans ces thématiques-là. Mais enfin, parce que ce laboratoire Passage à un projet scientifique autour de la reconfiguration des spatialités, des changements globaux. Et pour questionner ce vaste sujet, il y a plusieurs focales, plusieurs axes de travail qui ont été identifiés, notamment pendant 5-6 ans, on a travaillé autour d'une focale qui était la focale transition. Et donc, j'allais dire, par rapport à d'habitude, peut-être que le thème est encore plus dans les préoccupations du laboratoire et justifie encore plus le partenariat. Un livre qui vient de sortir, que je vous présente, qui a été produit par le laboratoire sur les transitions et reconfiguration des spatialités. Peut-être que ça pourra donner des perspectives d'approfondissement ou de lecture pour les gens qui sont là et qui nous écoutent.
En tout cas, merci, si je parle d'un point de vue du laboratoire Passage, de continuer à travailler, à organiser ces colloques de l'ISIAD qui, évidemment, sont précieux pour la vie du laboratoire. Et donc, bon colloque à tout le monde. Et merci à toutes et tous d'être là. Merci Pascal, merci Luc pour ces quelques mots d'accueil et cet hommage aussi à Jean-Claude Gillet, bien sûr. Alors, si tout le monde est d'accord, même et surtout si Raphaël Besson nous a rejoint et s'il est d'accord pour démarrer peut-être un peu plus tôt cette conférence, parce que je vois qu'il est un peu à l'avance sur l'horaire, ce qui est plutôt une bonne chose et voire même plutôt rare dans les colloques. Je rappelle je donne peut-être quelques indications aux spectateurs qui nous écoutent, qui nous voient. Nous n'avons pas la possibilité de vous voir ni de vous écouter. Voilà, on a choisi plutôt de communiquer avec vous via l'espace questions-réponses. Donc vous êtes libre évidemment de poser des questions. On animera le débat de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on relèvera les questions que vous posez pour pouvoir après les adresser à Raphaël Besson. Tout le colloque fonctionne de cette manière-là. Vous avez la possibilité de lever la main s'il y a un problème technique pour nous faire signe. Vous êtes inscrit, je le précise, c'est peut-être pas évident pour tout le monde, à l'ensemble des 2 journées. Une fois que vous êtes inscrit, ce sont les 2 journées de colloque, enfin la journée et demie qui vous est accessible. Bien sûr, vous vous connectez quand vous le voulez durant cette journée et demie. Alors, je vais faire une petite présentation, introduire le propos de Raphaël Besson et puis lui laisser la parole. Alors, l'idée, c'est de l'entendre pendant une trentaine de minutes et puis après d'échanger avec vous, les participants à ce colloque, pendant une quinzaine de minutes. Alors, Raphaël Besson, merci d'être là, d'avoir accepté notre invitation. Raphaël Besson, vous êtes expert en socio-économie urbaine, docteur en sciences du territoire et chercheur associé au laboratoire Pacte de l'Université de Grenoble. En 2013, vous avez fondé Ville Innovation, un bureau d'études localisé à Madrid et Grenoble, spécialisé dans les stratégies d'innovation urbaine et les politiques de transition territoriale. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages et articles, alors j'en citerai quelques-uns, et puis nous indiquerons dans l'espace de conversation les différentes références. Alors, quelques articles donc de la critique théorique au fer, la transformation du droit à la ville à travers les communs madrilènes, publiée dans la revue Métropolitique. Rôle et limites des tiers-lieux dans la fabrique des villes contemporaines, publié dans la revue Territoire en mouvement. Ville, repenser la valeur des projets, ou encore Les villes vivantes en 2 temps, 3 mouvements, publié donc aux éditions Europal. D'autres, bien sûr, il y a de nombreux autres références et articles dont vous êtes l'auteur. On en indiquera donc un certain nombre pour les participants. Alors, le thème de votre conférence porte sur les laboratoires citoyens et s'appuie sur une analyse fine de l'expérience madrilène. Analyse qui s'inscrit plus globalement dans un programme d'études que vous avez mené sur gouvernance urbaine et innovation. L'objectif de votre conférence est d'ouvrir le débat sur certains couples dialectiques comme transition et résilience ou encore collaboration et coopération. C'est également d'observer, d'analyser les villes et les territoires comme des écosystèmes apprenants. Donc, merci pour cette proposition stimulante qui, je n'en doute pas, va pouvoir ouvrir et enrichir le débat. Nombre de ces points d'analyse seront le sujet aussi d'approfondissement et de réflexion par les conférenciers tout au long de ces 3 demi-journées. Raphaël, j'ai introduit un petit peu votre profil et vos publications. Bien sûr, vous pouvez mieux que moi présenter d'autres points. Donc je vous cède la parole pour 30 minutes de présentation qui seront donc suivies d'une quinzaine de minutes d'échange avec le public. Chers spectateurs, vous êtes invités donc à poser vos questions sur l'espace questions-réponses. Merci. Raphaël, c'est à vous. Merci beaucoup et merci pour cette invitation. Donc, bonjour à tous.
Alors, juste au niveau des quelques petites questions techniques avant de rentrer dans le Oui, du bien sûr. sujet, je vais tenter donc de partager mon écran et du coup, ça ne marche pas parce qu'il faut que l'animateur active du coup le partage d'écran. Euh, D'accord. Alors, je le fais tout de suite. et puis, autre point technique, a priori, ça devrait être OK. C'est juste j'ai eu un problème avec ma box, donc je passe en fait par mon téléphone. La connexion est bonne. C'est juste au cas où si on m'appelle, du coup, ça risque de bugger une dizaine de secondes, mais après, ça revient assez vite. Alors, je vais régler le problème autrement. Je vais vous donner un peu plus de, je vais vous nommer co-animateur, Raphaël, comme ça vous pourrez Prendre la main. utiliser, voilà, prendre la main sur le partage d'écran. Hop. Donc là, a priori, ça devrait être OK. Normalement, vous voyez mon écran. C'est bon? C'est bon, c'est parfait, on le voit. Et Très bien. juste, je tente une dernière question technique. Je passe les slides là. Est-ce que vous voyez le passage de slides ou Tout à fait. On c'est voit bon? très OK, parfait. OK, donc merci beaucoup pour cette invitation. Donc j'ai intitulé cette présentation Pour une transition urbaine radicale, l'enjeu des tiers et des externalités. L'idée, c'est vraiment de s'appuyer sur tout ce que j'ai pu observer, analyser dans le cadre des laboratoires citoyens de Madrid, parce qu'il me semblait que c'était un peu un idéal type justement des transitions urbaines. Donc moi-même, j'ai vécu à Madrid de 2012 jusqu'à 2020. Maintenant, je suis marseillais. Du coup, une cité qui s'engage dans les transitions. Donc, je me retrouve dans un territoire assez intéressant aussi. Et donc, j'ai observé ces laboratoires citoyens madrilènes pendant à peu près 8 ans. J'ai aussi participé au développement de ces laboratoires citoyens. Et donc, j'ai formalisé, on est en train de terminer, si vous voulez, toute une recherche là-dessus dans le cadre d'un programme de recherche qui s'appelle Gouvernance urbaine de l'innovation, qu'on conduit donc avec le laboratoire PACT pour le PUCA. Donc, premier temps de ma présentation, si vous voulez, c'est de vous présenter un peu en détail en fait le cadre de ces laboratoires citoyens madrilènes avant de nous interroger et surtout d'initier un peu le débat autour de quelques catégories qui me semblent essentielles aujourd'hui à penser justement si on souhaite tendre vers ces formes d'urbanisme transitionnel. Donc d'abord, les laboratoires citoyens madrilènes, un point important par rapport à ces laboratoires citoyens madrilènes, c'est qu'ils se sont développés après la crise économique et financière qu'a connue l'Espagne en 2008 et suite au tout le mouvement politique des indignés qui s'est développé aussi à ce moment-là, et notamment l'occupation de la Puerta del Sol en 2009 par les indignés. Ce qui est très important de comprendre dans les laboratoires citoyens madrilènes, c'est qu'ils se sont développés sans aucune politique publique, aucune politique urbaine qui, à un moment donné, aurait préfiguré ces laboratoires citoyens madrilènes. On est encore une fois dans un cas type de mouvement ascendant et développé par à la fois la société civile, les habitants vraiment au sens extrêmement large, et puis aidé par différents types de collectifs d'architectes, d'urbanistes, d'artistes. Et ils sont développés dans essentiellement les espaces publics vacants ou les équipements publics vacants, que ces espaces ou ces équipements appartiennent à la ville de Madrid, à la région de Madrid ou bien à l'État. L'autre point extrêmement important de comprendre, c'est qu'on n'est pas dans une logique anti-système. C'est-à-dire qu'il y avait eu tout un mouvement de squat madrilène développé dans les années 2000, qui étaient des mouvements extrêmement contestataires vis-à-vis de l'institution, vis-à-vis des politiques publiques. Ce qu'il faut vraiment comprendre dans le cadre des laboratoires citoyens madrilènes, c'est au fond ce constat de la part d'un certain nombre de collectifs ou d'habitants, finalement de l'incapacité des institutions publiques à trouver des solutions qui permettraient à un moment donné de répondre justement à une crise économique, financière, une crise sociale extrêmement urgente. Et donc, finalement, d'essayer de trouver, par d'autres moyens, en fait, des manières de répondre collectivement à ces problématiques. Donc, si vous voulez, la question institutionnelle est intrinsèquement liée au développement des laboratoires citoyens. On n'est pas, encore une fois, dans une logique anti-système, on est juste dans une réflexion visant à justement transformer les modes d'action publique, transformer les institutions via une implication aussi plus grande des citoyens, via des processus d'autogestion que je vais vous présenter. Un troisième point qui me semble essentiel, c'est de comprendre que ces laboratoires citoyens, ils ne sont pas développés ex nihilo. Ils n'ont pas été comme ça développés sans derrière toute une
on va dire, toute une culture, toute une tradition avec la présence d'une culture politique particulière, la présence aussi d'un certain nombre d'acteurs en capacité à un moment donné de traiter de ces questions de transition urbaine. Donc, premier point à bien comprendre par rapport à Madrid, c'est d'abord l'existence préalable de toute une culture de la coopération ancrée dans l'espace public. Et cette culture de la coopération, elle s'est formalisée dans le temps, donc c'est un peu la frise que je vous présente ici, à travers deux types de mouvements. D'abord, un mouvement social qui a commencé dès la Seconde République espagnole, avec notamment le mouvement anarchiste qui était extrêmement fort à cette époque, et puis surtout qui a été développé dans les années 70 à partir de la transition politique et la fin du franquisme, avec toutes ces associations de voisins qui ont, à un moment donné, créé dans chaque quartier de Madrid des formes d'écoles de la citoyenneté, qui ont acculturé les Madrilènes à ces formes d'autogestion et à cette encapacitation citoyenne. Ce mouvement des associations de voisins, il s'est structuré autour de la Fédération régionale des associations de voisins de Madrid, avec, si vous voulez, un certain pouvoir vis-à-vis de l'institution, une capacité à un moment donné à influencer réellement les décisions politiques. Et puis, ça a aussi donné lieu à tout le mouvement Ocupa Madrid, le mouvement des Ocupados, et la création des centres sociaux autogérés à Madrid, qui ont, encore une fois, préfiguré le développement de ces laboratoires citoyens ou qui ont acculturé les Madrilènes à des prises de décision collégiales. L'autre mouvement extrêmement important à comprendre, c'est tout le mouvement qui va commencer avec la Movida, donc ce mouvement contre-culturel et artistique madrilène, qui nous intéresse parce qu'il se développe dans le quartier de Malasaña à Madrid, et il nous intéresse dans la mesure où il propose d'ancrer, si vous voulez, l'art, la culture, socialement, de l'ancrer dans les quartiers de la ville, occuper un certain nombre d'équipements, d'espaces, visant à un moment donné à penser un art collaboratif. Et puis, toute cette tradition culturelle, elle va donner lieu au développement de toute une série d'équipements culturels qu'on pourrait qualifier un peu de nouvelle génération. C'est-à-dire qu'avec une critique d'une vision de l'art comme essentiellement, et de la culture comme essentiellement diffusionniste, mais qui vise justement à penser des équipements culturels ancrés pleinement dans leur quartier et ouverts, si vous voulez, au tissu social avec des réflexions autour de la coproduction, notamment d'une programmation culturelle. Donc là, il y a toute une série d'institutions qui se développent à la fin des années 90 et dans les années 2000, avec Matadero, avec Centro Centro, enfin voilà, toute une série, si vous voulez, d'équipements culturels qui, à un moment donné, essayent de promouvoir cette forme d'art collaboratif. Et tout ça va donner lieu à la création de toute une série de collectifs d'architectes, d'urbanistes, d'artistes, qui vont promouvoir, et c'est très particulier, si vous voulez, à Madrid, dans la mesure où il y a un terreau, si vous voulez, intellectuel favorable au développement de cette culture de la coopération. Et donc, tous ces collectifs d'artistes, d'architectes, d'urbanistes vont défendre l'idée d'un urbanisme collaboratif, d'une architecture collaborative ou d'un art collaboratif ancré dans l'espace public de la ville. Autre mouvement extrêmement important à comprendre, c'est la montée en puissance d'un urbanisme prédateur. Il y a un certain nombre d'auteurs qui nous parlent de cet urbanisme prédateur madrilène, qui, quelque part, commence avec l'époque franquiste et la construction, si vous voulez, d'une architecture qui affirme à un moment donné le pouvoir autoritaire, mais surtout qui va se développer à partir des années 80 et le moment où on révise le plan d'extension et de planification urbaine de Madrid qui avait été fixé en 85. Il y a une révision qui est posée en 91 qui, en fait, pose le principe que, a priori, l'ensemble du territoire madrilène est constructible. Et tout ce qu'on demande justement aux opérateurs privés notamment, c'est des logiques de compensation. C'est-à-dire à partir du moment où on développe un grand projet urbain, on demande une certaine forme de différentes compensations aux opérateurs privés. Tout ça est très peu encadré. Et surtout, ça développe, si vous voulez, toute une série de grands projets urbains, de grands projets d'équipement, on va dire pharaoniques, comme la Cara Marica à Madrid, comme le projet qui se développe sur Manzanares, Madrid-Rio, qui sont des projets, si vous voulez, considérables, qui impliquent des investissements considérables de la part de l'institution publique et des formes d'endettement aussi extrêmement importantes. Et par rapport à ces grands projets urbains, et notamment le projet Grand Sud, le projet Nuevo Norte, enfin voilà, toute une série de grands projets, il y a, si vous voulez, toute une série de critiques qui se développent à ce moment-là, de la part d'un certain nombre de penseurs, de la part aussi de techniciens des collectivités, de la part de la société civile, qui se retrouvent dans des conférences et différents colloques pour critiquer
à un moment donné cet urbanisme prédateur et essayer de préfigurer d'autres formes d'urbanisme qui seraient davantage collaboratives. Donc, on comprend que ces laboratoires citoyens, ils ne sont pas développés comme ça, en dehors, si vous voulez, d'un substrat politique, culturel, social, spatial très particulier, qui explique, à partir de 2009 et la crise économique et financière de 2008, le développement exponentiel de ces laboratoires citoyens madrilènes. Alors, vous avez différents temps. J'ai identifié 3 temps dans le développement de ces laboratoires citoyens. D'abord, le premier temps qu'on peut qualifier, si vous voulez, le temps de l'émergence, qui se développe à partir donc, de l'occupation de la Puerta del Sol, et le développement, en l'espace de quelques mois, c'est ça qui est assez extrêmement intéressant, de toute une série de laboratoires citoyens dans la ville de Madrid entre 2009 et 2011, avec justement cette réappropriation d'équipements publics, d'espaces publics, par toute une série de collectifs, d'habitants, de commerçants, d'architectes, d'urbanistes, d'artistes, qui à un moment donné vont dire que finalement, il y a des espaces qui sont vacants, il y a des espaces, des équipements qui sont laissés vacants, si vous voulez, par la crise économique et financière ou par les pouvoirs publics, et qui a une nécessité de répondre à des besoins extrêmement concrets et urgents de la part de la société civile madrilène, des besoins en termes de requalification des espaces publics, des besoins en termes d'accès à la formation, d'accès à la culture, d'accès au sport, d'accès aux loisirs, d'accès à une alimentation saine et durable. Et donc, ils vont proposer d'autres formes à travers des conventions donc, de gestion et d'animation temporaire d'espaces et d'équipements publics vacants qui sont en fait écrites par ces collectifs et proposées, si vous voulez, à la ville de Madrid, qui finalement, au regard de ce caractère extrêmement urgent et cette crise assez considérable, finalement, on n'a d'autre choix, si vous voulez, que de signer en bas des pages de conventions de gestion et d'animation temporaire en se disant, finalement, politiquement, de toute façon, on n'a pas le choix, on ne peut pas faire autrement au regard de la crise extrêmement pressante qu'on peut connaître. Et puis finalement, écoutez, c'est des collectifs qui s'auto-organisent, ça coûte absolument quasiment rien à la collectivité, si ce n'est quelque part cette mise à disposition d'espaces et d'équipements publics. Donc finalement, la collectivité, même si elle regarde d'un œil extrêmement critique ces mouvements autogestionnaires, finalement décide de signer ces différentes conventions d'animation et d'autogestion d'espaces et d'équipements publics vacants. Donc ça, si vous voulez, c'est le temps de l'émergence. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'en l'espace de 2 ans, il y a une dizaine de laboratoires citoyens qui se développent non seulement dans les quartiers centraux de Madrid, et dans le quartier de Lavapiés notamment, dans le quartier de la Latina, mais qui va se développer aussi dans les quartiers sud et plus pauvres de Madrid, que ce soit Carabanchel, Usera, Vallecas, et puis aussi dans les quartiers nord et riches de Madrid, avec notamment les quartiers Tetuan ou Chamartín. Donc, c'est vraiment l'ensemble de la métropole madrilène qui est concernée par ce mouvement des laboratoires citoyens. Vous avez un deuxième temps que je qualifie le temps de la maturation, c'est-à-dire que progressivement, au sein de ces laboratoires citoyens, va s'inventer toute une nouvelle ingénierie de la fabrique urbaine, et vous avez des formes de professionnalisation au fond de cette ingénierie via justement les collectifs d'architectes et d'urbanistes, mais aussi c'est la ville de Madrid qui progressivement, à travers une institution qui s'appelle le Media Lab Prado, va commencer finalement à s'interroger sur la transformation de ces outils d'action publique, la transformation de ces politiques publiques, c'est-à-dire va se demander qu'est-ce que finalement ces laboratoires citoyens viennent questionner dans finalement nos modes de faire habituels et la manière dont on conçoit nos politiques publiques. Et on voit là, encore une fois, un développement important de ces laboratoires citoyens entre 2011 et 2015. Et puis, troisième temps, c'est le temps de l'institutionnalisation, c'est-à-dire qu'au-delà de réflexion de la ville de Madrid, il y a vraiment la production de nouveaux outils, nouveaux programmes de régénération urbaine, de nouvelles politiques publiques qui s'inspirent très directement des acteurs, des ressources, des méthodes, des outils développés par ces laboratoires citoyens madrilènes. Alors, quels sont ces nouveaux outils, finalement, de ces laboratoires qui sont ces nouveaux outils développés au sein de ces laboratoires citoyens madrilènes? D'abord, dans cette nouvelle ingénierie de la fabrique urbaine, il faut bien comprendre qu'il y a, premièrement, une espèce de critique du droit à la ville. C'est-à-dire qu'il y a une réappropriation du droit à la ville, notamment de Lefebvre, mais une critique, c'est-à-dire une critique vis-à-vis de cette idée que, finalement, si on veut agir au plus près du quotidien des habitants, il s'agit moins de produire une réflexion, on va dire, théorique, conceptuelle, esthétique vis-à-vis d'une critique de la ville néolibérale,
que finalement toute une série d'outils qui permettraient à un moment donné de véritablement en capacité tout à chacun et d'agir et de permettre à tout à chacun d'agir quelque part en bas de chez soi, directement en bas de chez soi, à travers la production, notamment la coproduction de mobilier urbain ou d'espace public. Donc première critique, si vous voulez, autour de ce droit à la ville et finalement cette idée de moins être sur une critique esthétique ou théorique qu'une critique par le faire, par les outils pour critiquer cette ville néolibérale. Deuxième critique, c'est finalement toute cette production qu'on a pu connaître dans les années 90-2000 autour des smart cities et avec cette idée que finalement les outils technologiques seraient une espèce de nouvelle panacée qui permettrait de répondre comme ça à l'ensemble de nos problématiques sociales, écologiques et autres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils développent, ces collectifs, la réflexion autour de l'urbanisme open source, l'urbanismo donc des código abierto, et qui, quelque part, essaye de nous dire que le plus important, c'est la capacité des citoyens à se réapproprier ces outils, à les détourner, à les penser de manière open source, pour qu'ils puissent, à un moment donné, accéder au code source de la fabrique urbaine, c'est-à-dire de défendre non seulement un droit à la ville, mais un droit à l'infrastructure des villes, à permettre, à travers aussi ces outils numériques, de pouvoir agir sur les espaces publics, de pouvoir agir sur les mobiliers urbains, de pouvoir agir sur les infrastructures, les réseaux d'électricité, les réseaux d'eau, des choses comme ça. Et il y a toute une réflexion qui se développe autour de cette démocratie du faire, et notamment avec les slogans qu'on retrouve au moment du mouvement des indignés, sur cette nécessité d'une démocratie réelle ici et maintenant. Ce qui est intéressant par rapport à cette ingénierie de la fabrique urbaine, c'est qu'on va voir toute une série de productions qui va être relayée, de productions d'ouvrages, qui va être relayée par différentes éditions, notamment Traficantes de Sueños, qui vont participer à ce mouvement de publication. Et ce qu'on observe dans ces productions, c'est qu'il s'agit moins de production théorique que finalement la production d'ouvrages extrêmement méthodologiques. C'est-à-dire qu'on va très concrètement, systématiquement renseigner tout le processus qui est mis en œuvre dans le déploiement de tel ou tel laboratoire citoyen. Et c'est ça pour eux qui est fondamental. C'est comment est-ce qu'on renseigne, on explique que finalement la participation citoyenne, ce n'est pas juste comme ça un mot un peu valise, mais que c'est quelque chose d'extrêmement complexe à mettre en place, qui doit à un moment donné s'incarner de manière très différente en fonction des différentes configurations sociales, territoriales, politiques de chaque quartier. Et donc, c'est ça qui renseigne, c'est la manière, la méthode de produire ces formes d'autogestion et de coproduction urbaine. Et puis, c'est aussi finalement les impacts, les limites qu'on peut identifier, les manières aussi de progresser systématiquement suite à chaque expérimentation. Donc, vous avez comme ça toute une série de productions d'ouvrages que vous avez sous les yeux. Il y a aussi l'invention, donc notamment de toutes ces conventions de gestion et d'animation temporaire d'espaces et d'équipements publics vacants. C'est-à-dire qu'à chaque laboratoire citoyen, en fonction du contexte institutionnel, notamment s'il s'agit de la ville de Madrid, du ministère de la Culture, il y a systématiquement donc, la production de ces conventions-là. Vous avez la production de kits méthodologiques pour la co-construction de mobilier urbain, pour le développement de processus participatifs, pour évaluer les impacts dans toutes leurs dimensions au niveau de ces laboratoires citoyens. Vous avez aussi la création de plateformes, des plateformes, alors ça peut se développer via des Facebook, via des plateformes de participation citoyenne, via toutes les plateformes aussi de financement participatif qui sont développées à ce moment-là. Donc, vous avez la production de toute une nouvelle ingénierie de la fabrique urbaine. Et puis, vous avez la production aussi, le développement de, quelque part, de nouveaux espaces de la fabrique urbaine. On pourrait qualifier de tiers-lieux. Je ne rentre pas dans les détails au niveau de ces tiers-lieux, on pourra en discuter. Alors, on est en train de m'appeler. Ça va. Attendez, c'est bon? Ça a coupé parce qu'on a essayé de m'appeler. C'est bon? Vous Oui, m'entendez? Raphaël, on vous entend mieux. Il y a eu une toute petite coupure. Ouais. Voilà, c'est juste quand on m'appelle, mais c'est bon. Donc, vous avez aussi la production de nouveaux types d'espaces de la fabrique urbaine qu'on pourrait justement très proche, quelque part, de cette notion de tiers-lieu. Encore une fois, je ne reviens pas tout de suite là, sur la notion de tiers-lieu, on pourra en discuter. Mais si vous voulez, c'est la production justement d'espaces intermédiaires qui permettent de rassembler toute une série d'acteurs hétérogènes autour de fonctions multiples dans un seul et même espace, et des espaces, encore une fois, qui sont des espaces vacants, mais des espaces et des équipements publics vacants. Ce n'est pas le cas d'espaces privés. Donc, vous avez la réappropriation de toute une série d'espaces publics. Donc là, je vous ai mis
les différents types de configurations possibles, hein. Ça peut se développer dans des espaces ou en chantier quelque part, qui sont en jachère parce que la crise économique a fait que les grands travaux publics ne se sont pas développés, dans des espaces qui sont développés sous des ponts, dans des espaces qui développent à un moment donné des jardins partagés. Et puis, vous avez toute une série d'équipements aussi qui sont réappropriés par ces laboratoires citoyens. Alors, juste un exemple d'un lieu pour un tout petit peu mieux comprendre, hein, c'est le cas du Campo de la Cebada, qui se situe en plein centre de Madrid, qui a été développé donc, dès 2009-2010 à Madrid, et qui a été développé dans le cadre des Nuits Blanches madrilènes, hein, autour d'une proposition d'un collectif d'artistes qui développe en fait une piscine éphémère sur cet espace qui auparavant euh, eh bien, accueillait, si vous voulez, une piscine municipale qui avait été déconstruite pour développer sur cet espace un espèce de grand centre commercial comme on peut voir dans l'ensemble des métropoles actuelles. Donc, il commence par cette expérience hein, d'une piscine éphémère où tout le processus de construction de cette piscine est pensé de manière vraiment coproduite avec les différentes associations et habitants du quartier. Et il se trouve que cette expérience, en fait, fonctionne extrêmement bien. Et c'est finalement la prise de conscience de la part d'habitants, de commerçants du quartier, de la part des différents collectifs d'architectes et d'urbanistes, de la possibilité de répondre à des problématiques extrêmement quotidiennes et urgentes qui peuvent se déployer dans les différents quartiers, de répondre par de nouvelles méthodes justement de la fabrique urbaine. Donc, c'est le développement de ce premier laboratoire citoyen, le Campo de la Cebada, où là, vous avez le développement donc, de différents bancs, d'infrastructures, de mobilier urbain, donc d'estrades, de jardins partagés. Vous avez le développement aussi d'un terrain de sport qui accueille aussi des événements culturels. Donc, ça peut accueillir des terrains de basket, de foot, différents types d'événements sociaux, voire politiques aussi. Et puis notamment cette coupole géodésique qui est développée à ce moment-là. Donc toute une série de productions qui, à un moment donné, viennent requalifier complètement cet espace de manière ascendante et produite et développée avec l'ensemble des tissus sociaux qui composent le quartier de la Latina de Madrid. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de ce projet, qui a été arrêté en fait en 2017 parce que les travaux en fait ont repris. Mais ce qui est très intéressant, c'est que cette expérience a transformé, si vous voulez, le projet urbain initial qui était justement ce grand mall commercial, et que du coup, il y a eu toute une réflexion d'une part sur le fait de garder les halles de marché que vous voyez juste derrière, hein, cette espèce de coupole avec différentes couleurs, et puis de créer sur cet espace un espace, donc un équipement sportif et social qui aujourd'hui, enfin, qui va prochainement accueillir les différentes associations et collectifs qui ont participé au développement du Campo de la Cebada. Autre exemple, c'est Estas Una Plaza. Donc là, c'est le cas d'un jardin partagé qui a été développé sur un espace public vacant qui appartenait à la ville de Madrid par des groupes d'étudiants et d'architectes de Madrid. Et cet espace vacant était vacant depuis une trentaine d'années. C'est-à-dire que l'institution n'avait trouvé absolument aucune solution pour à un moment donné régénérer cet espace qui se situe dans le quartier de la Pièce. Et puis, dernier exemple, c'est l'ancienne fabrique de tabac qui s'appelle la Tabacalera. Ça, c'est un espace qui appartient à l'État, au ministère de la Culture, qui a été donc là réapproprié par différents collectifs d'architectes et puis d'artistes pour travailler sur justement cet art collaboratif et permettre à un moment donné de vraiment penser pleinement toute une production culturelle avec la participation des citoyens, des habitants, différentes associations en lien avec évidemment des artistes, et puis créer dans cet espace différents ateliers partagés. Vous avez notamment un Fab Lab, des ateliers de répétition, des salles de formation aussi qui sont développées dans cet espace. L'autre point qui me semble essentiel, c'est donc cette nouvelle ingénierie, ces nouveaux espaces, et puis ces nouveaux acteurs qu'on pourrait qualifier de tiers acteurs de la fabrique urbaine. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez le développement de toute une série de collectifs à Madrid, hein, de collectifs d'architectes, d'urbanistes. Vous avez notamment Ecosistema Urbano, vous avez Improvistos, vous avez Zuluarc, Todo por la Praxis, Paisaje Transversal. Enfin voilà, je ne vais pas développer tous ces collectifs. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ces collectifs, en fait, ils vont jouer un rôle de tiers qui est fondamental. C'est-à-dire, sans ces tiers acteurs, ces laboratoires citoyens ne se seraient jamais développés. Et ça, pour plusieurs raisons. C'est qu'ils vont assurer, si vous voulez, 4 grandes fonctions, à mon sens. D'abord, première fonction, c'est des fonctions d'intermédiation. C'est-à-dire que ces acteurs
ont cette capacité à se situer entre la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre et puis la maîtrise d'usage. Et puis surtout, c'est des acteurs qui ont différentes cultures, c'est-à-dire qui sont à la fois sensibilisés à la culture numérique, à l'art collaboratif, à l'urbanisme collaboratif, à toute cette culture aussi autogestionnaire. C'est-à-dire qu'ils peuvent dialoguer et mettre en lien justement différents acteurs qui ne se côtoient pas habituellement, hein, les acteurs culturels, les acteurs sociaux, les acteurs institutionnels, les acteurs économiques. Et eux ont cette capacité à un moment donné à jouer justement cette fonction d'intermédiation. Ils ont aussi une deuxième fonction essentielle, c'est la fonction de régulation. C'est-à-dire que, puisque vous avez des espaces qui, à un moment donné, viennent eh bien, créer des espaces de porosité entre une diversité d'acteurs, avec des intérêts, des objectifs extrêmement divergents, avec des fonctions extrêmement aussi multiples, hein, sociales, économiques, culturelles et tout ça, vous allez avoir nécessairement la production de conflits, de tensions. Et ça, si vous voulez, ce qui est très intéressant dans ces collectifs, c'est qu'ils nous disent que ces tensions et ces conflits, ils sont nécessaires. Sinon, on n'est pas dans ces processus, justement, hein. Ils sont nécessaires. Et l'enjeu, ce n'est pas de cacher, comme on a pu faire dans les grands projets urbains, comme on a pu les déployer auparavant, c'est-à-dire cacher justement le conflit, cacher les tensions. C'est au contraire de les habiter pleinement et les mettre dans l'espace public. Et ça, ils savent faire, c'est-à-dire à un moment donné, venir pleinement habiter le conflit et justement essayer de réguler ces différentes tensions via différentes méthodes, via différents ateliers, et les réguler pleinement dans l'espace public. Une troisième fonction essentielle, c'est la fonction d'expérimentation, c'est-à-dire qu'il y a une vraie prise de risque. On est dans un processus, on n'est pas dans un moment donné un projet urbain qui serait totalement planifié avec des objectifs extrêmement clairs et prédéterminés, avec un système d'évaluation extrêmement rigide. Pas du tout. On est dans un processus incertain, et donc un processus incertain que l'institution elle-même ne pourrait pas porter seule. Évidemment, il y a derrière des coûts politiques. Donc, si vous voulez, il faut nécessairement ce tiers qui soit en capacité, à un moment donné, de prendre ces risques et de pouvoir fonctionner par essai-erreur, par expérimentation, et pouvoir aussi avoir cette possibilité, quelque part, d'échouer. Et ça fait partie complètement, justement, de l'ADN de ces tiers acteurs. Et puis, dernier point, et pas des moindres en fait, hein, qui pourraient paraître plutôt anecdotiques, c'est que, à mon sens, ces tiers acteurs, ils ont une fonction finalement de création de nouveaux imaginaires, d'invention, si vous voulez, d'un nouveau récit métropolitain qui sort de toute l'idéologie CAM, hein, qui est notamment proposée par Bouba Olga. CAM, si vous voulez, pour compétitivité, attractivité, métropolisation, excellence, tout ce blabla qu'on nous a comme ça ressassé pendant une vingtaine d'années pour penser la fabrique urbaine et métropolitaine. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils inventent un nouveau récit. Et ce nouveau récit, c'est notamment en passant par les arts, par la culture, en passant par cette idée qu'à un moment donné, tout à chacun a une capacité d'inventer son propre espace public, son propre quotidien. Donc, si vous voulez, cette création de nouveaux imaginaires, à mon avis, une quatrième fonction qui me semble totalement essentielle dans justement ce rôle des tiers acteurs. Alors, quels sont les effets de ces laboratoires citoyens? Alors d'abord, sur l'audience de ces laboratoires citoyens, très clairement, c'est des espaces qui sont ouverts à l'ensemble des habitants, à la société civile. Ce n'est pas juste une intention, c'est que j'ai pu l'observer, participer, enfin voilà. C'est qu'effectivement, vous allez retrouver dans ces laboratoires citoyens à la fois le boucher, le commerçant, l'artiste, le punk, la mémé du quartier, c'est vraiment, et puis des familles, c'est vraiment des espaces qui sont pleinement ouverts, pleinement mixtes vis-à-vis des quartiers, dans la mesure où c'est des espaces qui répondent, encore une fois, à des besoins extrêmement concrets, si vous voulez. Il y a notamment tout un discours de ces laboratoires citoyens qui est de dire il faut absolument se mettre au niveau des trottoirs, c'est-à-dire, à un moment donné, penser ces transitions urbaines à travers des objets anecdotiques quelque part, des objets du quotidien. Certains vont dire que dans ces laboratoires citoyens, on invente là un urbanisme de palette anecdotique. Eh bien, pas du tout. C'est-à-dire qu'ils nous disent que finalement, sur le simple fait à un moment donné de coproduire, si vous voulez, un banc ou entre différents acteurs, eh bien, au-delà, si vous voulez, de la production de cet objet anecdotique, il y a l'appropriation par l'expérimentation, par le faire, de toutes ces transitions, notamment eh bien, de la coopération, d'intelligence collective, des transitions numériques, c'est-à-dire qu'on comprend, le boucher comprend tout l'intérêt des Fab Labs, tout l'intérêt de l'open source, tout l'intérêt à un moment donné des plateformes
de financement participatif, ce n'est pas juste un espèce de champ sémantique réservé à quelques bobos madrilènes, c'est effectivement quelque chose qui s'incarne parce que ça a été éprouvé par l'ensemble des habitants et de la société civile. C'est aussi des espaces qui, à un moment donné, sont effectivement, qui servent au développement des collectifs d'architectes, d'artistes, de chercheurs, qui, à un moment donné, essayent de travailler autrement la fabrique urbaine. Ça va quelque part jouer un peu le rôle d'incubateur pour tous ces collectifs comme Basurama, Todo por la Praxis, qui vont, grâce au laboratoire citoyen madrilène, eh bien, pouvoir expérimenter, prouver leur nouvelle ingénierie et puis se développer, alors que c'était des collectifs qui étaient dans des situations économiques, des modèles économiques extrêmement précaires. C'est aujourd'hui des agences qui ont une vingtaine de salariés, qui ont un modèle économique qui roule. Et puis, dernière audience qui n'était pas du tout pensée à l'origine des laboratoires citoyens, c'est les touristes. C'est-à-dire que ces laboratoires citoyens doivent devenir des espaces cool, extrêmement cool, notamment, vous avez une revue qui est, comment elle s'appelle cette revue? Bon, je ne sais plus, mais extrêmement connue, qui, à un moment donné, va, si vous voulez, dans ses palmarès des différentes villes, va dire que eh bien, les quartiers centraux de Madrid, notamment Lavapiés et puis la Latina, sont les quartiers les plus cool du monde. Et ce qui est intéressant, c'est pour dire que ces quartiers sont les plus cool du monde, eh bien, ils prennent complètement appui sur ces laboratoires citoyens et tout ce qu'ont pu créer, justement, comme une nouvelle forme de vie, de vitalité sociale, tout ce qu'ils ont pu créer, tout ce qu'ont pu créer ces laboratoires citoyens. Au niveau des impacts directs de ces laboratoires citoyens, c'est intéressant dans la mesure où, finalement, ils créent par d'autres moyens, d'autres formes d'action publique, ils créent de nouveaux services urbains de proximité, ils créent des mobiliers urbains, et puis ils régénèrent toute une série, si vous voulez, d'espaces publics dégradés, où ils créent aussi des équipements urbains de proximité. Ça, c'est les effets directs. Mais à mon sens, ce qui est beaucoup plus intéressant dans ces laboratoires citoyens, c'est au fond tous ces effets externes, indirects, ou ce qu'on pourrait qualifier d'externalité. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des effets externes qui n'étaient pas nécessairement pensés, si vous voulez, originellement. Et tous ces effets externes, ils vont résider dans notamment l'incapacitation citoyenne, dans la transformation aussi de l'action publique, la transformation des modes de faire de l'institution madrilène, dans l'invention d'une nouvelle économie urbaine basée sur l'économie de la coopération, l'économie du partage, le crowdfunding, des formes comme ça, sur la création d'espaces, de nouveaux espaces d'apprentissage et de savoir vraiment ancrés dans la ville. Et puis évidemment, sur ce que je vous disais, sur l'attractivité aussi de Madrid, c'est-à-dire que ces laboratoires citoyens vont devenir, pour le meilleur et puis aussi pour le pire, des espaces qui vont être extrêmement valorisés, donc quelque part le marketing aussi territorial qui sera développé par la ville de Madrid. La question, c'est de savoir dans quelle mesure est-ce que ces laboratoires citoyens ont une capacité à transformer le régime dominant de production urbaine. C'est notamment la question qui était posée dans le cadre du programme de recherche qu'on a conduit pour le PUCA. Alors, ce qu'on peut observer concrètement, c'est des formes d'hybridation, si vous voulez, entre ces laboratoires citoyens, le champ des politiques culturelles territoriales, et puis l'ensemble des politiques de participation citoyenne de la ville de Madrid. En fait, en 2015, il va y avoir la prise de la ville de Madrid par justement tout le mouvement politique des indignés, et notamment une nouvelle maire qui s'appelle Manuela Carmena, qui va à un moment donné s'intéresser évidemment de très près à ces laboratoires citoyens, mais qui va comprendre que finalement, elle ne peut pas penser ces laboratoires citoyens avec les outils classiques des politiques publiques. C'est-à-dire qu'elle ne va pas commencer par planifier ces laboratoires citoyens avec un système de guichet unique, avec ces systèmes de financement associés par la ville de Madrid. Elle va tout de suite comprendre, enfin tout de suite, elle va réfléchir, observer, voilà, pendant un an. Elle va comprendre que toute la force de ces laboratoires citoyens, c'est justement leur capacité d'expérimentation, leur capacité de créer des dynamiques ascendantes et tout ça. Donc, elle va réfléchir à de nouveaux outils, de nouvelles formes d'action de politique publique. Et ça va donner lieu, si vous voulez, à toute une série de nouvelles politiques publiques comme Experimenta Distrito, comme la plateforme Decide Madrid, qui est une plateforme qui va gérer à un moment donné tout un budget participatif, comme Paisajes en Movimiento, qui sont des formes de politique publique qui vont s'inspirer pleinement des outils et des méthodes développés par ces laboratoires citoyens. Ce qui est intéressant, c'est que ces hybridations, on les voit non seulement à l'échelle des politiques publiques madrilènes, mais ça va aussi concerner l'État. C'est-à-dire que vous avez notamment le ministère de la Culture espagnol qui va pleinement s'inspirer, si vous voulez, de ces laboratoires citoyens pour développer un certain nombre de politiques culturelles nationales comme Rural Experimenta,
comme Cultura Ciudadania, différentes politiques culturelles qui, encore une fois, vont s'inspirer de ces formes d'urbanisme collaboratif ou d'art collaboratif. Et puis, ça va concerner aussi des institutions, des agences de développement, comme l'Agence de développement espagnole, qui va développer les laboratoires d'innovation citoyenne en Amérique latine. Et puis, plus récemment, l'Agence française de développement, qui va développer son programme de pépinière urbaine. Donc, je les accompagne dans ce processus, en s'inspirant pleinement de ces laboratoires citoyens de Madrid. Vous avez aussi des rares fécondations. Alors, ce n'est pas systématique. Dans le champ, on va dire, des politiques urbaines et de planification territoriale. Vous avez quelques fécondations qu'on peut observer, notamment ce que je vous disais tout à l'heure sur le cas du Campo de la Cebada, où on passe, si vous voulez, d'un centre commercial, une espèce de hub commercial très classique, à l'expérience du Campo de la Cebada, et ensuite à la transformation, si vous voulez, de ce projet urbain initial à travers justement la préservation des halles du marché et puis le développement d'un équipement sportif et social. Par contre, dès qu'on va vraiment dans le dur de la fabrique urbaine, c'est-à-dire dès qu'on commence à, par exemple, questionner le droit, le droit au logement, si vous voulez, mais la possibilité à un moment donné à aussi utiliser les espaces privés vacants, notamment les logements vacants à Madrid. Alors, vous avez 3 laboratoires citoyens qui ont été extrêmement actifs de ce point de vue-là. Vous avez Patio Maravillas, El Casablanca et la Ingobernable. Et ce qui est très intéressant, c'est d'observer que ce sont les 3 laboratoires citoyens qui ont été fermés par l'institution publique, avec l'intervention de forces de police. Et c'est les 3 seuls qui ont été fermés, sinon tout le reste ont été préservés. Mais c'était les 3 qui étaient justement dans cette logique, à un moment donné, de défense non seulement à la réappropriation des espaces publics vacants, mais aussi à la réappropriation des espaces privés vacants. Donc, dès qu'on touche au droit de la propriété, clairement, on voit bien la frontière, on va dire, des effets de ces laboratoires citoyens. Et puis, autre chose extrêmement intéressante, en tout cas moi qui m'a fasciné dans le cadre de mes recherches, c'est que sous le mandat de Manuela Carmena, donc le mouvement des indignés, derrière avec le parti politique Podemos, vous avez la réactivation de un peu cette icône-là des grands projets urbains madrilènes, et notamment ce grand projet urbain qui était Madrid Norte, qui visait en fait à créer sur Madrid le plus grand quartier d'affaires en Europe. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce grand projet urbain est réactivé sous, encore une fois, la mandature de Manuela Carmena, avec, si vous voulez, cette idée, il y a eu notamment des recherches là-dessus, c'est qu'au fond, le grand projet urbain continue d'avoir des intérêts politiques extrêmement importants. C'est-à-dire qu'il crée cette illusion, à un moment donné, d'une capacité politique qui serait justement forte, qui permettrait de projeter largement la métropole de Madrid dans un nouveau monde, quelque part. Et quelque part, ça a toujours des coups politiques extrêmement intéressants. Et puis, l'autre chose qui est extrêmement intéressante, c'est que vous avez la reprise de toute la sémantique des laboratoires citoyens. Mais quand vous allez voir de plus près ce grand projet urbain, au-delà des faits d'annonce autour de la participation, de l'autogestion, de la cogestion des espaces publics, vous vous rendez compte que finalement tout ça est assez factice, c'est-à-dire que les associations de voisins qui existaient dans ce quartier, qui existent toujours dans le quartier de Chamartín, ne sont pas celles qui vont à un moment donné assurer ces processus d'autogestion ou de cogestion. C'est au fond de nouvelles associations qui ont été créées ex nihilo par les promoteurs pour à un moment donné donc assurer ces processus de participation qui ressemblent bien davantage à des logiques de marketing. Donc, tout ça pour vous dire qu'effectivement, les constats, c'est des formes d'hybridation dans un certain nombre de politiques publiques, des politiques culturelles, des politiques de participation citoyenne, de rares fécondations dans quelques projets urbains de la ville de Madrid. Mais dès qu'on va toucher, si vous voulez, à la planification territoriale ou à cette figure du grand projet urbain qui se développe non pas dans la ville constituée existante, mais qui se développe sur un nouvel espace, eh bien, en tout cas dans le cas de Madrid, on se rend compte qu'il y a de grandes difficultés à un moment donné à prendre toute la mesure de ces transitions urbaines proposées par les laboratoires citoyens. Alors, juste pour terminer, et pour justement initier le débat, c'est finalement qu'est-ce qu'une transition urbaine radicale? C'est-à-dire qu'est-ce que l'expérience de ces laboratoires citoyens nous raconte sur ces nouveaux outils de cet urbanisme transitionnel. Alors, première chose, c'est d'abord l'invention de toute une série de nouveaux outils. Je ne reviens pas là-dessus, mais si vous voulez, il y a l'invention de ces conventions de gestion et d'animation temporaire, de ces kits méthodologiques, de ces plateformes collaboratives, de la fabrique urbaine. Donc voilà, l'invention de toute une nouvelle boîte à outils. Ça, c'est quelque chose qui est important, qui est une espèce de
si vous voulez, de préalable à cette nouvelle fabrique urbaine. Ce qui me semble plus fondamental dans cette nouvelle fabrique urbaine, c'est l'enjeu des tiers acteurs. Et les quatre fonctions que je vous ai présentées juste avant, c'est-à-dire sont à un moment donné ces tiers acteurs qui ont cette capacité à se positionner entre la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'usage. Vous ne pouvez pas en fait initier ces formes d'urbanisme transitionnel. Donc il y a une vraie réflexion à avoir sur ces tiers acteurs qui peuvent prendre des formes extrêmement diverses, et notamment en France, je ne vous pas le détail, mais vous avez toute une série d'acteurs qui sont développés depuis maintenant 5-6 ans, qui sont aussi bien des collectifs comme le collectif ETC, que des nouveaux promoteurs comme Plateau Urbain ou des startups du numérique comme Abix qui, à un moment donné, vont justement jouer ces fonctions de tiers acteurs. Vous avez un autre enjeu qui me semble fondamental, c'est l'enjeu des externalités. C'est-à-dire qu'il s'agit de comprendre non seulement les impacts directs, notamment monétaires de ces nouvelles formes d'urbanisme transitionnel, mais une chose beaucoup plus importante, c'est ces externalités. Alors juste, j'ai fait ce tableau dans le cadre d'un autre programme de recherche que je développe pour aussi le PUCA dans le cadre d'un autre travail, sur justement ces externalités. En fait, ces externalités, c'est une partie des impacts, si vous voulez, mais qui est souvent des impacts qui sont souvent finalement très difficilement objectivables, si vous voulez. Et ces impacts, c'est notamment dans quelle mesure est-ce que ces formes d'urbanisme transitionnel vont impacter les capacités de coopération entre acteurs, transformer les modes de faire et puis l'action publique urbaine, stimuler des dynamiques d'apprentissage, participer à impacter à un moment donné l'écologie urbaine. Voilà, ces nouvelles formes, ces effets, si vous voulez, qui sont souvent immatériels, qui sont souvent non marchands, mais qui pour autant ont des conséquences économiques déterminantes. C'est ça la subtilité des externalités. Et donc, il s'agit non seulement, si vous voulez, d'objectiver ces externalités, mais encore plus fondamentalement, de discuter collectivement de la valeur de ces externalités. C'est-à-dire, il s'agit de savoir aujourd'hui quelle est la valeur économique qui est justement créée par ces laboratoires citoyens, qui encore une fois coûtent à peu près 0 € à la collectivité, et qui pourtant créent des services urbains de proximité, créent des équipements collectifs de proximité, quelque part, qui assurent des missions de service public qui ne sont plus assurées par l'institution publique. Donc, il s'agit non seulement d'objectiver ces externalités, mais de travailler à une chose beaucoup plus complexe, qui est justement la valeur de ces externalités et la possibilité de penser cette valeur à travers des formes de redistribution, de réciprocité. Autre point qui me semble essentiel, c'est sur finalement, est-ce qu'on parle de transition ou de résilience? C'est-à-dire, j'aime bien en fait traiter de la différence entre ces deux notions qui sont évidemment synonymes par rapport à différents points, mais qui se différencient aussi de manière extrêmement importante. Si vous voulez, la transition, en tout cas dans les transitional studies, il y a cette idée à un moment donné de passage nécessaire et d'une transformation radicale entre un système dominant, donc qui serait plutôt un système, on va dire, si on prend la gouvernance verticale, notamment, descendant, vers un système, a priori, plutôt horizontal et plutôt ascendant. Et donc, il y aurait cette nécessité, à un moment donné, de penser un processus linéaire et de passer d'un point A à un point B, et à partir de là, on serait tranquille, ça y est, on aura assuré notre transition. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, donc c'est quelque chose qui rassure. On voit bien, finalement, on passe d'un point A à un point B. Ce qui me semble beaucoup plus intéressant et beaucoup plus en lien, si vous voulez, avec la notion par rapport notamment à cet urbanisme transitionnel des laboratoires citoyens, c'est cette notion de résilience. Et ce qui m'intéresse dans cette notion de résilience, c'est qu'elle désigne davantage un processus et la capacité des individus, des organisations à s'adapter sans nécessairement se transformer de manière radicale. Et ce qui est intéressant avec la résilience, c'est qu'on rentre au fond dans la complexité. C'est-à-dire que ces laboratoires citoyens, ils nous disent qu'il ne s'agit pas à un moment donné de passer d'un point A à un point B, ils nous disent qu'il faut penser l'hybridation et la complexité. C'est-à-dire penser à la fois l'institution, mais aussi l'alternative, penser le vertical et l'horizontal, penser le marchand et le non-marchand, penser le savoir académique avec les savoirs profanes, les savoirs d'usage. Et c'est ça, en fait, qui nous racontent ces laboratoires citoyens, c'est comment est-ce qu'à un moment donné, on est en capacité de créer une action publique en mesure d'embrasser cet ensemble de complexité. Alors évidemment, c'est beaucoup plus anxiogène, c'est beaucoup plus complexe, mais ça me semble beaucoup plus pertinent, en tout cas, pour traiter justement de cet urbanisme transitionnel. Autre point, c'est la différence entre collaboration et coopération. La collaboration, si vous voulez, c'est cette idée de rester à un niveau de simple mutualisation d'outils, où on va collaborer par rapport à une finalité, si vous voulez, qui est déterminée,
avec un processus de planification rigide derrière. Donc, quelque part, les acteurs peuvent collaborer tout en n'étant pas finalement en accord autour de la finalité, de l'objectif qui est visé par cette collaboration. Ce qui est beaucoup plus intéressant et encore une fois beaucoup plus complexe, c'est la notion de coopération. Et cette notion de coopération, elle implique, si vous voulez, non seulement que les acteurs coproduisent, mais deviennent co-auteurs, si vous voulez, de finalement cet objet qui est coproduit ou cette finalité de la coproduction. Il s'agit de faire que tout à chacun, que ce soit l'institution, l'habitant, l'association, le collectif, eh bien, soit pleinement responsable et pleinement engagé dans ce processus coopératif. Et puis, dernier point, encore une fois, c'est juste pour lancer des éléments de débat, c'est ce qu'on observe dans ces laboratoires citoyens madrilènes, c'est qu'au fond, il y a une vraie réflexion autour des nouvelles formes d'apprentissage qui seraient nécessaires pour agir dans ce monde en transition. Et ça fait écho à toute une série aujourd'hui de rapports qui sont développés par l'ONU, par l'UNESCO, plus récemment par l'Agence française de développement. Je les accompagne aussi sur le développement d'une réflexion autour des écosystèmes apprenants et qui, en fait, nous disent que pour agir, que tout à chacun soit en capacité d'agir dans ce monde en transition, il s'agit de repenser l'éducation. Pas de balayer, évidemment, toute l'éducation, on va dire plutôt verticale, telle qu'on a pu l'imaginer ces dernières années, mais d'introduire dans cette éducation, si vous voulez, des formes d'apprentissage par le faire, par la coopération, par la culture, par la capacitation citoyenne. Ces nouvelles formes d'apprentissage qui semblent fondamentales, justement, pour que les individus puissent œuvrer et manœuvrer dans ce monde en transition et dans ce nouveau siècle, le XXe siècle. Donc voilà, cette idée de penser aussi, à un moment donné, si vous voulez, les espaces urbains, les projets urbains, comme aussi des écosystèmes urbains apprenants. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation. J'espère que je n'ai pas été trop long. Non, vous avez été parfait, Raphaël. Alors, merci pour cette présentation, qui effectivement éclaire nombre de points qui vont être abordés pendant ces journées de discussion. On comprend bien effectivement qu'on n'est pas dans l'idée que ces laboratoires transforment radicalement les choses, mais que leur rapport est plus complexe et plus durable finalement dans ce processus, qu'ils agissent plus sur la pensée que sur la pensée urbaine, que sur la fabrication urbaine. Et on n'attend pas forcément effectivement une action radicale, transformatrice de leur part, que ce processus forcément il est long. Effectivement la question de l'implication, de la réappropriation de ces questions, et elle demande du temps, cette réappropriation, et ça demande effectivement des espaces et des moments d'apprentissage collectif. Alors, est-ce qu'on a des questions pour vous de la part du public? Je regarde les questions qui ont pu être posées. Il y en a de nombreuses et qui arrivent maintenant que vous avez terminé votre présentation. Il y a la question effectivement de cette transmission possible de l'expérience espagnole à d'autres terrains, d'autres territoires, voire d'autres pays. Est-ce que pour vous, Laurie Calva nous demande, est-ce qu'on peut voir ce genre de processus en France, par exemple? Alors, je ne vais pas répondre par oui ou par non. Alors, première chose, en fait, extrêmement importante, c'est ce que je vous ai montré au départ. C'est-à-dire qu'à Madrid, on est dans un contexte culturel, social, politique, économique extrêmement particulier. Puis aussi spatial, c'est-à-dire que vous avez toute une série d'équipements et d'espaces publics qui sont laissés vacants. Donc, qui explique qu'au fond, on trouve quelque part cette espèce d'idéal type, justement, de cette nouvelle fabrique urbaine. Donc, un contexte extrêmement particulier. Et évidemment, tout ce processus que je vous ai décrit ne peut pas être déployé sur n'importe quel territoire. Il n'y a pas comme ça une espèce de kit, un modèle qu'on pourrait comme ça déployer avec une espèce de solution un peu clé en main. Par contre, il y a des processus qui sont extrêmement intéressants et qui, effectivement, ces processus, on peut constater qu'ils se développent par ailleurs, notamment en France, en Europe et dans d'autres pays à travers le monde.
Donc, c'est ces processus qui sont, à mon avis, totalement transférables. Alors, si on prend le cas français que vous devez connaître, et je connais aussi évidemment assez bien, en France, on a notamment une politique institutionnelle extrêmement forte, avec des politiques publiques qui sont… il y a une culture institutionnelle très forte en France, et avec des politiques publiques qui sont, à un moment donné, extrêmement présentes, et quelque part, on est baigné dans cette culture-là. C'est-à-dire qu'il y a une attente extrêmement forte de la part des citoyens sur la possibilité, à un moment donné, que l'institution publique règle par elle-même l'ensemble de nos problématiques qui se posent. On est baigné là-dedans depuis qu'on est né, en tout cas, dans cette culture hyper institutionnelle française. La différence avec Madrid, c'est que clairement, dans ces laboratoires citoyens, il y a cette, et puis en amont, il y a cette culture de l'autogestion, notamment issue de des mouvements politiques anarchistes, et puis des centres autogestionnaires que je vous ai présentés. Et il y a eu cette nécessité, à un moment donné, clairement, des laboratoires citoyens de penser en dehors de l'institution publique. En dehors de l'institution publique, pour penser de nouvelles formes d'action publique. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose de très particulier. C'est parce qu'il y a une culture, il y a des outils, il y a un savoir-faire qui a été développé pendant, on va dire, plusieurs dizaines d'années, qui ont permis à un moment donné à toute une série de collectifs, d'habitants, d'associations et tout ça, de pouvoir penser par elles-mêmes et d'inventer par elles-mêmes de nouveaux outils d'action publique, de nouvelles formes d'institutionnalisation en dehors complètement de l'institution publique. Ça, très clairement, on ne peut pas le faire en France. On est tellement baigné dans cette culture institutionnelle que pour l'instant, en tout cas, on n'a pas la capacité collective pour penser par nous-mêmes. On est extrêmement dépendant de la pensée, justement, de l'institution publique. Ce qui ne veut pas dire que c'est un problème. Ce qui est très intéressant en France, c'est justement cette force aussi de l'action publique. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir comment est-ce que finalement, les collectivités, l'État aujourd'hui, sont en train justement de penser de nouvelles formes de politique publique qui, à un moment donné, viennent essayer de s'inspirer de ces nouvelles formes d'urbanisme temporaire, transitoire, de notamment tout ce mouvement des tiers-lieux pour essayer de penser de nouvelles politiques publiques. Donc, si vous voulez, il y a des processus qui sont transférables. Évidemment, ce n'est pas la même chose qui pourrait être développée par ailleurs que ce que je vous ai présenté dans le cas madrilène, mais on peut tout à fait penser des processus, penser la production de nouveaux outils de la fabrique urbaine, penser finalement sur les différents territoires quels sont ces tiers acteurs de la fabrique urbaine. Encore une fois, ça peut prendre des formes extrêmement diverses. Donc, encore une fois, des processus qui peuvent être évidemment dupliqués sur d'autres territoires. Et pour terminer, c'est notamment ce que je fais avec l'Agence française de développement actuellement sur ce qu'on appelle les pépinières urbaines, qui visent en fait à repenser les grands programmes urbains de développement de l'Agence française de développement en Afrique notamment, en s'inspirant de ces formes d'urbanisme tactique, d'urbanisme transitoire et d'urbanisme participatif. Très bien. D'autres questions je les prends un petit peu dans le désordre, désolée, elles sont nombreuses. Une petite question de Cécile, est-ce que les laboratoires se sont appelés ainsi eux-mêmes ou était-ce a posteriori? Alors, à l'origine, pas du tout. Ils ne s'appelaient pas les laboratoires citoyens. Ils s'appelaient, si vous voulez, par leur nom, c'est-à-dire le Campo de la Cebada, la Tabacalera. Il n'y avait même pas, si vous voulez, à l'origine, de réflexion un peu systémique sur ce mouvement-là. C'est-à-dire que ceux qui faisaient le lien en fait, entre ces différents espaces, c'était justement ces collectifs d'architectes et d'urbanistes et d'artistes qui, à un moment donné, sont mis à travailler en commun sur les différents espaces. Et puis, progressivement, mais de manière absolument pas pensée à l'origine, à échanger des outils, des méthodes, à se constituer en véritable plateforme. Et notamment, ils ont créé la plateforme, la Red de Huertos Urbanos, notamment le réseau des jardins partagés à l'échelle métropolitaine pour structurer, si vous voulez, ces espaces. Et cette réflexion sur les laboratoires citoyens, elle s'est faite en fait au sein d'une institution qui a été fondamentale, qui est le tiers acteur fondamental à Madrid, qui est le Media Lab Prado, qui est une institution, si vous voulez, qui appartient à la ville de Madrid, c'est ça qui est très intéressant, mais qui a été, si vous voulez, complètement réappropriée par des collectifs qui venaient justement des arts numériques et qui ont créé justement toutes ces porosités entre ces dynamiques ascendantes, ces différents activistes et collectifs, et puis les politiques publiques madrilènes. Et c'est dans le cadre du Media Lab Prado, à travers différentes formes d'ateliers pour réfléchir sur ces conventions de gestion et d'animation temporaire et tout ça,
que finalement un certain nombre d'experts, d'associations, de chercheurs se sont progressivement accordés sur cette notion de laboratoire citoyen. Et ça s'est fait. En fait, j'étais présent au Mediola Prado dans le cadre de ces différents ateliers, donc vers 2014 et puis 2015, où là, progressivement, on en est venu à définir collectivement cette notion de laboratorio ciudadanos, si vous voulez, et puis à donc quelque part affirmer cette notion de laboratoire citoyen, où le Media Lab Prado, qui était un centre culturel dédié aux arts numériques, s'est affirmé comme quelque part un nouveau lieu culturel et en s'affirmant comme laboratoire citoyen, en disant que la culture dans ce monde en transition devait avant tout être pensée comme une culture du quotidien, comme une culture ouverte et collaborative, et donc fondamentalement générer et produire ces formes de capacitation citoyenne. Très bien. Alors, peut-être donc, et en lien avec ce qu'on veut dire, question de Fadila, il n'y a pas vraiment de figure leader, fédérateur au sein de ces collectifs. On est plutôt dans Alors, elles sont multiples, ces figures. C'est ça qui est intéressant. Alors, deux choses là-dessus, c'est que vous avez quand même des figures, des auteurs qui ressortent, hein, et notamment ceux, on va dire, les auteurs qui, les membres, si vous voulez, des collectifs comme Basurama, Todo por la Praxis, Suluark, Paisaje Transversal. Là, vous avez quand même des figures extrêmement fortes qui aujourd'hui eh bien, vont être des figures qui sont notamment, qui participent à des grands projets européens comme Urbac, des choses comme ça, qui ont pris vraiment de l'ampleur. Puis vous avez aussi le directeur du Media Lab Prado, qui est une figure, Marcos Garcia, qui est une figure extrêmement importante dans le développement de ces laboratoires citoyens. Et puis, autre figure institutionnelle, c'est Manuela Carmena, qui à un moment donné a pris toute la mesure de ces laboratoires citoyens pour transformer les formes d'action publique. Donc, vous avez de multiples figures. Ce qui est intéressant, c'est au-delà de ces figures qui, à un moment donné, vont quand même incarner, si vous voulez, hein, ce mouvement des laboratoires citoyens, vous avez un mouvement qui perdure. C'est ça aussi la spécificité de ces laboratoires citoyens. C'est-à-dire depuis 2009 jusqu'à nos jours, finalement, vous avez eu 3-4 laboratoires citoyens qui ont fermé, mais globalement, le processus est toujours présent. Le processus se développe dans de nouveaux espaces. Et puis aujourd'hui, ce qui est aussi intéressant, c'est que vous avez de nouveaux collectifs qui s'occupent du Campo de la Cebada, qui s'occupent, enfin pas du Campo de la Cebada puisqu'il est fermé, mais de la Tabacalera, de Esta Estuna Plaza. Donc vous avez eu un renouvellement en fait des équipes. Donc ce qui nous dit que il y a eu une véritable transmission qui s'est jouée dans ces laboratoires citoyens. Et encore une fois, autour de cette nécessité de penser des dynamiques d'apprentissage. Et ça, c'est vraiment un ADN extrêmement important dans les laboratoires citoyens, avec cette phrase qui revient souvent, c'est de donner l'accès, si vous voulez, au code source de la fabrique urbaine à tout à chacun. Ce n'est pas réservé comme ça à une espèce de savoir académique ou à une espèce de savoir expert qui serait juste maîtrisé par un petit cercle fermé, mais c'est très directement, quand on agit dans le cadre des laboratoires citoyens, c'est d'ouvrir au maximum en fait, les outils, les méthodes, les réflexions de ces laboratoires. Et ça, c'est... Voilà. Donc les habitants sont bien présents dans ces collectifs. Ce n'est pas une élite, se demande Fadila. Non, c'est ce que je vous disais, non, mais clairement, non, on n'est pas... On est dans un processus complètement ouvert avec à l'origine l'implication complète des habitants, des commerçants, des bouchers, des personnes retraitées, des nouveaux arrivants. Il y a vraiment un processus qui est complètement pensé justement pour intégrer au maximum justement les forces de la multitude. C'est vraiment basé sur cette hypothèse-là aussi. C'est qu'en démultipliant encore une fois les forces de la multitude, on pourra impacter et clairement transformer la vie quotidienne des gens. Donc, clairement, on est sur un processus. Acteurs tiers, quelle place? Est-ce qu'on trouve des acteurs socio-culturels ou on est plutôt du côté des urbanistes et des architectes? On trouve, tout dépend des laboratoires citoyens, si vous voulez. Vous allez avoir des acteurs socio-culturels qui sont extrêmement présents, par exemple dans le cadre de la Tabacalera, ce qui est justement un peu ce laboratoire citoyen vraiment qui travaille sur cet art collaboratif. Donc là, vous avez toutes les associations socio-culturelles du quartier de Lavapiés qui sont complètement partie prenante, si vous voulez, de la réflexion sur le développement de la Tabacalera, de la programmation culturelle, des salles de formation et de la programmation des formations qui sont proposées à la Tabacalera. Donc là, très clairement, vous avez le tissu, on va dire, socio-culturel qui est mobilisé. Dans le cas de Esta Isuna Plaza, là, vous allez avoir davantage, effectivement, plutôt, on va dire, les collectifs, les associations qui œuvrent vraiment dans le champ de l'architecture et l'urbanisme, parce qu'à l'origine, c'est un groupe d'étudiants et de chercheurs de l'Université Polytechnique de Madrid et l'école d'architecture qui a développé, si vous voulez, ce projet. Donc, à l'origine, vous allez avoir
quand même davantage des communautés vraiment d'architectes, d'urbanistes qui sont mobilisés. Sur le Campo de la Cebada, c'est surtout les associations d'habitants, les associations de commerçants, les associations de quartier, de la Latina qui sont mobilisées. Moins à l'origine le tissu socioculturel, mais qui va arriver vers 2014 quand vraiment le Campo de la Cebada va développer toute une programmation événementielle, culturelle, sociale et tout ça. Donc, si vous voulez, vraiment, ça dépend aussi des configurations, des types d'espace et tout ça. Mais globalement, c'est l'ensemble des… En tout cas, le tissu qui est mobilisé, c'est le tissu, à un moment donné, qui semble le plus profitable, justement, au développement de tel ou tel espace vacant au sein de Madrid et par rapport à une réalité du quotidien, à des besoins qui se posent très, très localement. Très bien. Alors, peut-être une dernière question. On va faire une petite pause avant de reprendre les échanges. On a évoqué cette transposition possible en France, mais on est dans un contexte culturel très différent, avec une culture de la coopération qui ne s'est pas développée de la même manière. Est-ce que vous avez quand même peut-être l'exemple concret, à une autre échelle en France, d'un processus de ce type? Il y a tous les grands projets d'urbanisme transitoire qui ont été développés notamment par Yes We Camp, Plateau Urbain, enfin des projets que maintenant tout le monde commence à connaître, hein, que ce soit par exemple les grands voisins à Paris qui quelque part font écho à ces processus, même si là on est très clairement dans une action publique, une forme de politique publique où vous avez la ville de Paris qui est complètement à l'origine de ce projet. Mais vous avez quand même des processus assez similaires, avec aussi des différences extrêmement importantes dans la logique de coproduction, dans l'ouverture de cet espace, où très clairement les gros voisins, pour y être allé plusieurs fois, évidemment, on n'est pas dans un espace complètement ouvert, complètement mixte, loin de là. Donc, si vous voulez, il y a des processus, plein de projets qui s'inspirent de ça. Hein. Je ne vais pas tout l'historique des projets d'urbanisme transitoire en France. Par contre, quelque chose de nouveau, et ça, c'est pour moi, parce que je suis à la fois chercheur associé, mais j'accompagne aussi toute une série de collectifs, notamment de citoyens, où j'aide justement les institutions publiques à un moment donné se transformer pour prendre la mesure de ces nouvelles formes d'urbanisme. Ce qui est très intéressant en France, c'est que ça fait depuis 2 ans que en fait, des collectifs de citoyens m'appellent pour justement essayer de développer par eux-mêmes justement et se réapproprier des espaces ou des équipements publics vacants. Donc ça a été le cas de collectifs de citoyens, je fais exprès de vous dire ça, plutôt activistes, plutôt de gauche, qui m'ont appelé les 2 premières années, que ce soit à Saint-Malo, que ce soit à Avignon, avec le tripostal, je les accompagne et tout ça. Donc différents collectifs, mais plutôt, si vous voulez, de sensibilité écologique, plutôt activiste, et puis avec un besoin vraiment de répondre à une problématique extrêmement urgente, hein, qu'elle soit sociale ou économique. Il y a quelque chose qui m'a fasciné il y a 6 mois, c'est que c'est un collectif de citoyens plutôt de droite qui m'appelle et qui est donc un collectif de citoyens Nos Quartiers Demain à Marseille, situé dans le quartier Saint-Barnabé. Plutôt de droite parce qu'en fait, c'est, si vous voulez, le profil, on est plutôt sur des retraités qui avaient habituellement plutôt voté pour Gaudin jusqu'au printemps marseillais et qui, au fond, ont vu leur quartier de Saint-Barnabé, qui était une espèce de petit paradis comme pas mal de quartiers à Marseille auparavant, qui ont vu finalement leur quartier se transformer extrêmement rapidement ces 15 dernières années, avec des opérations de promoteurs extrêmement peu claires, et avec très clairement l'impact en fait sur leur vie quotidienne et sur leur espace commun. Ils ont vu leur village se transformer de manière radicale. Et surtout, il y a un projet qui a mobilisé, maintenant ils sont plus de 1000 citoyens à s'être mobilisés là-dessus. C'était un projet de clinique privée qui se développait sur une ancienne friche, donc avec un espace qui appartenait à la mairie, et un énorme projet de clinique privée qui se développait et qui visait notamment, c'était l'argument des promoteurs, à cacher le grand ensemble qui était juste derrière le quartier. Et ils vendaient comme ça ce projet de clinique privée en disant, bah, vous voyez, vous inquiétez pas, vous retraités plutôt de droite et plutôt a priori intéressés par vos problématiques extrêmement individuelles et personnelles, on va, grâce à cette clinique, vous cacher de ces vilains grands ensembles. Donc il y a eu une espèce de mouvement vraiment de ras-le-bol généralisé par rapport à ces projets urbains de la ville de Marseille, et donc un mouvement qui s'est vraiment mobilisé, qui a remis en cause complètement le projet, et notamment au regard de critères écologiques et tout ça. Donc le projet est en train de passer à la trappe, et ce qui est très intéressant, c'est que ça fait depuis maintenant un an qu'ils développent un projet qui vise à créer un commun urbain. Donc c'est assez fascinant. C'est encore une fois des gens qui, a priori, dans toute la sociologie, devraient a priori être
intéressés par leur retraite, leur propre intérêt personnel, tout ce que vous voulez, qui sont complètement mobilisés, avec des compétences et des ressources hyper intéressantes. Donc pour moi, c'est une autoroute, c'est-à-dire que vous avez des urbanistes, vous avez des juristes, vous avez des chercheurs, vous avez des entrepreneurs. Donc vous avez une ressource extrêmement intéressante, hein. Vous avez quelque part une espèce de mini-collectivité avec toutes les compétences là, comme ça à disposition, et qui offre tous les jours pour essayer de justement développer ce projet en commun. Donc voilà, ce que j'observe depuis maintenant 2 ans en France, c'est des collectifs de citoyens qui m'appellent pour justement initier ce type de dynamique. Et le cas de Saint-Barnabé m'intéresse tout particulièrement parce que, encore une fois, c'est un collectif plutôt de droite, de sensibilité plutôt de droite, avec un profil sociologique finalement qui, à un moment donné, répondent à aucune urgence sociale, économique directe, comme j'ai pu vous le présenter dans le cadre des laboratoires citoyens, mais qui visent à se projeter dans justement ce monde en transition à travers une réflexion autour des communs urbains. Donc là, il y a à mon sens les débuts d'un processus de transformation moins conjoncturel, mais peut-être davantage structurel. Très bien. Alors, merci Raphaël Besson, hein, pour tous ces éclairages. Je pense qu'effectivement, ça suscite beaucoup de questions et d'intérêt. Je vais faire des frustrés. Il y a encore des questions, mais on ne peut pas continuer. Il faut qu'on fasse une petite pause pour régler quelques détails techniques avant de redémarrer le prochain atelier à 10h30. Merci Raphaël. Je passerai votre diaporama aux spectateurs comme c'était prévu, hein, pas d'inquiétude, c'est des questions qui reviennent. Ça sera transmis. Eh bien, à bientôt, peut-être dans un autre espace de discussion. Je précise que les échanges ont été enregistrés, donc ceux qui ont peut-être pas pu entendre le début ou qui souhaiteraient réécouter, voilà, il sera possible d'y accéder un peu plus tard. Donc merci encore pour votre présence aujourd'hui et donc à très bientôt. Et bien sûr, vous êtes très bienvenus pour assister aux échanges jusqu'à donc demain 12h30. Merci beaucoup. Merci, au revoir.